secondaire à une réplication virale intraneuronale. Le chef de file, c'est l'encéphalite herpétique, comme j'ai dit. Donc, il peut être secondaire à deux types de virus. Soit l'herpès virus type 1, qui se voit chez le grand enfant et l'adulte. Là, généralement, c'est une réactivation du virus qui est jusque-là quiescent au niveau des ganglions céphaliques. Et il est à l'origine d'une encéphalite vraiment nécrosante, surtout en temporel. Il peut être secondaire à l'herpès virus type 2. Là, se voit chez le petit bébé et le nourrisson et le nouveau-né. Là, la contamination se fait par voie hématogène, généralement par passage par la filière génitale chez le nouveau-né. C'est pour ça, en cas d'herpès génital chez la femme, on préconise un accouchement par césarienne. Quel est le tableau clinique de l'encéphalite herpétique? Donc, on enseigne toujours que la triade, fièvre, trouble de conscience, crise épileptique et surtout focale doit absolument orienter et rapidement et obligatoirement vers une encéphalite herpétique. Sur sa triade, le début il est généralement subaigu en quelques jours, il est précédé par un syndrome pseudo-grippal, la fièvre elle est toujours élevée, elle est constante. L'enfant il peut venir pour des choses qui sont un petit peu bizarres comme les troubles de comportement. Il peut faire une désintégration de son langage. Les troubles de conscience c'est obligatoire mais qui sont variables. Ils peuvent être une simple obnubilation jusqu'à un coma. Les céphalées sont fréquentes dans 50% des cas, pas toujours. Une raideur de la nuque aussi, on peut la trouver, mais pas toujours. Les troubles cognitifs aussi, on peut les trouver, aphasie, amnésie, avec des parésies, avec des troubles focaux à l'examen neurologique. Les crises épileptiques sont là, et surtout s'ils sont focales, ça oriente vers l'encéphalite herpétique. Sachez qu'en cas d'aura temporale, aura, c'est les premiers signes avant l'apparition de crise épileptique. Donc, si on a un aura qui rappelle le lobe temporal, c'est vraiment un élément très en faveur d'une origine herpétique. Donc, la triade fièvre, crise épileptique focale, et surtout s'il y a un aura temporal et trouble de conscience, c'est un élément cardinal. Donc, pourquoi tout ça? Parce que le diagnostic doit être de façon très précoce et le pronostic en dépend. Sur le plan LCR, l'analyse cytochimique du LCR, c'est comme ce que je viens de dire, c'est une formule de méningite. Elle est quasi constante. Quelques éléments de type lymphocytaire, une protéinorachie modérément augmentée et la glycorachie, elle est normale. Mais sachez quand même que le LCR peut être strictement normal dans une encéphalite herpétique. C'est rare, mais c'est là, ça existe. Donc c'est l'intérêt de l'amplification génique ou de l'étude du PCR. La PCR, c'est une technique très spécifique, une sensibilité très élevée. Elle est non absolue, malheureusement. Elle permet de confirmer le diagnostic, bien sûr, et vérifier l'efficacité du traitement antiviral au cours du traitement. Sa rentabilité elle est maximale en fonction des auteurs, c'est entre J3 et J14. Donc ça veut dire, si on l'a fait de façon très précoce, il peut être faussement négative. Et si on s'éloigne de 2 semaines aussi, il peut être négatif. Si le tableau, bien sûr, il est évocateur d'une encéphalite herpétique, là, un traitement antiviral est obligatoire, même si la PCR est négative. Sur le plan neuroradiologique, l'IRM cérébral, c'est l'examen de choix. Il est souvent anormal, même au début. Donc, les lésions, ils prédominent, bien sûr, comme j'ai dit, à la partie interne et antérieure des lobes temporaux, avec atteinte au nom de l'insula. Ces lésions ils sont rehaussées par le gadolinium à la phase aiguë. Mais sachez aussi que l'IRM cérébral au début, il peut être normal. Voilà, regardez. L'IRM de l'encéphalite. Voilà, donc c'est une hypodensité temporale gauche hétérogène en faveur de l'encéphalite herpétique et l'IRM en flair coronal, donc hypersignal, aussi la même chose, temporale très important et bilatérale en faveur d'une encéphalite herpétique. L'électroencéphalogramme, il montre des activités périodiques qui sont latéralisées ou diffuses, non spécifiques et non constantes. Elles sont évocatrices d'une origine herpétique dans un contexte, bien sûr, d'encéphalite aiguë. Regardez l'électroencéphalogramme ici d'une encéphalite herpétique. Donc, on remarque qu'il y a des décharges qui sont pseudo-périodiques, qui alternent avec un épisode
d'aplatissement cérébral. Donc la même chose ici. Donc grossièrement, on peut dire qu'il y a une pseudo-périodicité. Parfois, on remarque, on constate qu'il y a uniquement un foyer de souffrance au niveau temporal sans vraiment périodicité. Le traitement, comment traiter une encéphalite herpétique? Le traitement, il faut savoir que c'est un traitement urgent. Ça veut dire que le diagnostic doit être précoce par la cyclovir. La cyclovir, c'est un inhibiteur spécifique de l'ADN polymérase virale. Pour les doses, donc en fonction de l'âge, en fonction des auteurs et des équipes, mais généralement entre 10 à 20 mg kg chaque 8 heures. Et la durée aussi, il est très débattu. Il va de 10 jours à 21 jours en fonction du résultat du contrôle de PCR dans le SCR au 10e jour. Mais là, je m'arrête un petit peu, même avec des contrôles qui sont un petit peu négatifs. On a remarqué qu'au fur et à mesure qu'on fait des traitements qui sont courts, il y a des récidives et des rechutes. Mais la plupart actuellement préconisent des traitements qui sont un peu de longue durée. Le seul risque de l'acyclovir, c'est l'insuffisance rénale. Mais c'est une insuffisance rénale qui est dose dépendante, qui est régressive et qui justifie simplement un ajustement posologique. Il y a des rechutes, 5% de rechutes après un traitement de 10 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un dépistage à J10 de traitement. Si la PCR est toujours positive, il faut préconiser un traitement de 21 jours. Mais par précaution, dans nos services, on traite nos malades le plus longuement possible. Sachez que c'est ce qu'on fait en pratique parce que malheureusement, je connais le cas d'un nourrisson de 6 mois qui a été traité pour une encéphalite herpétique et elle allait très bien après 14 jours de traitement. Il est sorti impeccable et après un mois, il est revenu avec des dégâts neurologiques, avec des séquelles définitives. Le pronostic, en absence de traitement, bien sûr, la mortalité elle est très élevée, elle va jusqu'à 80%. Et ce traitement spécifique, la mortalité, elle a trop baissé, elle va jusqu'à de 15 à 30%. Les séquelles cognitives sont fréquentes. Chez l'enfant, ça persiste des troubles de comportement terribles. Il persiste des troubles de la scolarité, des troubles de l'intégration, une épilepsie temporale pharmacorésistante, une amnésie. C'est une maladie très handicapante. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'acharner à faire un diagnostic précoce et un traitement précoce. Il y a d'autres virus qui peuvent être à l'origine d'une encéphalite virale par implication intraneuronale. L'entérovirus, je n'ai fait que citer, l'entérovirus, l'encéphalopathie du Epstein-Barr, l'arbovirus. Il y a d'autres virus qui peuvent être à l'origine d'une encéphalite virale, mais pas aussi graves que l'encéphalite herpétique et généralement sont à l'origine d'une méningite aseptique. Le cas d'une encéphalite ourlienne, c'est une fille de 5 ans qu'on vient de vivre son cas dans le service, qui a des antécédents récents de parotidite familiale chez elle et chez son frère. Quelques jours après le début, il a présenté un état de mal épileptique partiel fébrile. Le SCR, on étudie le SCR, il n'y a pas de méningite. PCR de l'herpès négative. PCR des oreillons est négative au niveau du SCR, mais la sérologie des oreillons, immunoglobulines M négative. Mais il faut savoir qu'il est venu tard chez nous, mais les immunoglobulines G sont très très élevées et le contrôle est en cours. L'IRM cérébral montre une atteinte corticale sévère avec nécrose laminaire, une atteinte côté thalamique droite, une atteinte temporale interne droite. Regardez les IRM, c'est une atteinte corticale sévère. Atteinte corticale sévère avec des noyaux gris centraux, mais c'est une atteinte corticale sévère. L'électroencéphalogramme, par contre, il n'a pas montré de particularité. Là, c'est un problème de diagnostic. Pour vous dire, cette présentation pour vous dire que aussi les autres virus en dehors de l'herpès peuvent parfois être sévères. Voici le virus ourlien, qu'est-ce qu'il a fait chez cette fille, une atteinte corticale sévère. Le diagnostic là, est-ce que c'est une encéphalite virale avec réplication du virus ourlien en intracérébral vu la peine corticale, ou bien est-ce que c'est une encéphalite post-infectieuse aussi par le virus ourlien vu la négativité des explorations et la réponse favorable au corticoïde. C'est une petite fille qui est sortie tout à fait bien sous corticoïde. Maintenant, le deuxième version, c'est l'encéphalite aiguë post-infectieuse.
Là, sur le plan épidémiologique, ça touche beaucoup l'enfant, plus que l'adulte. Il touche le garçon et la fille de la même manière, souvent inférieur à 10 ans. Il a deux pics, un pic en hiver et un pic en printemps. Et ça s'appelle l'ADEME, encéphalomyélite aiguë disséminée. Il est décrit selon de nombreuses terminologies, soit encéphalite post-infectieuse, soit encéphalite périveineuse, encéphalite post-vaccinaire parce que les vaccins ils peuvent être en cause. Les agents responsables, beaucoup de virus peuvent être à l'origine d'une encéphalite post-infectieuse, regardez la liste. Et aussi la vaccination, il peut être une cause de l'encéphalite post-infectieuse. Sur le plan physiopathologique, la physiopathologie est complètement différente dans l'encéphalite à réplication virale. Là, le facteur déclenchant, soit c'est une infection, soit c'est une vaccination. Le mécanisme, il est auto-humain. Pourquoi? Parce qu'il y a un mimétisme moléculaire entre l'antigène myélinique et l'antigène de l'agent infectieux en cause, qui est responsable, bien sûr, d'une démyélisation multifocale. D'accord? Donc, sur le plan à la patte, on va assister à une invasion périveineuse de lymphocytes T et de macrophages avec des foyers de démyélisation périveineuse. Sachez toujours qu'il n'y a pas de réplication virale intraneuronale, c'est auto-humain. Le diagnostic d'ADEME, il repose sur le contexte et les signes cliniques, sur l'étude SCR, sur les sérologies sanguines, l'électroencéphalogramme et les données de l'IRM. La clinique, elle est exactement celle, presque exactement celle de l'encéphalite à réplication virale. C'est pour ça que le diagnostic différentiel est parfois difficile. Il y a les signes de l'encéphalite de début brutal aussi début, il y a des déficits neurologiques multifocaux d'origine centrale. Mais il y a une particularité, c'est la tête médulaire. S'il est associé à la tête médulaire, il nous oriente vers l'encéphalite post-infectieuse. On peut trouver une tétraplégie, des troubles vésico-sphinctériens, des troubles sensitifs et abolition des routes au début avant de passer à un, parce que c'est une atteinte médulaire. La tête du système nerveux périphérique est rare chez l'enfant. Donc sur le plan diagnostic différentiel, parfois c'est difficile si on n'a pas des signes d'orientation comme la tête médulaire et signes de myélite. Il y a des critères pour poser le diagnostic, l'existence d'un épisode infectieux 2 à 30 jours avant les symptomatologies, l'existence d'une vaccination jusqu'à 3 mois avant la symptomatologie, pas d'antécédents neurologiques personnels, le premier événement clinique présumé d'origine inflammatoire ou myélinique, aucune étiologie ne peut expliquer l'épisode pour pouvoir retenir le diagnostic. Sur le plan LCR, l'intérêt c'est quoi? C'est d'éliminer l'encéphalite bien sûr virale et bactérienne. Donc faire un examen direct de culture bactérienne, PCR, herpès, à répéter si c'est possible, des autres PCR virales ou bactériennes. On peut trouver des anomalies non spécifiques comme une petite hyperprotéinorachie, une pléicytose lymphocytaire, parfois des bandes oligoclonales témoignant d'une synthèse intratécale transitoire d'immunoglobuline G. Donc il faut dire que tous les examens sont négatifs. Les autres explorations sérologie sanguine, on peut les faire. L'électroencéphalogramme aussi, il est non spécifique. Il authentifie que la souffrance cérébrale et bien sûr peut orienter vers une encéphalite virale comme l'herpès. L'IRM cérébrale. L'IRM à la phase aiguë. En cas de normalité, il faut la faire à la phase aiguë et en cas de normalité, il faut savoir la reprendre quelques jours après le début de symptômes. Il peut exister un retard d'apparition des lésions IRM allant de 2 à 25 jours par rapport au début des symptômes. Regardez l'IRM, qu'est-ce qu'il montre. Donc le diagnostic, plutôt, il est facilité par les lésions à l'IRM, sont des hypersénions T2, efflaires de la substance blanche, qui sont multifocaux, mal délimités, bilatéraux mais asymétriques, qui peuvent être pacifiants comme ils peuvent être des grandes lésions. La forme pseudo-tumorale, elle est possible. Donc, devant cette image, l'encéphalite post-infectieuse, c'est la plus probable. Là, je vous raconte le cas d'un enfant qui a montré que l'encéphalite post-infectieuse peut être localisée au niveau d'une région cérébrale comme le tronc cérébral. C'est le cas de cet enfant qui est venu pour trouble de comportement dans un contexte subfébrile et dont l'IRM a montré des lésions au niveau du tronc cérébral en faveur d'une rhomboencéphalite post-infectieuse. Il peut se localiser au niveau de la moelle,
Je ne vais pas anticiper sur la présentation du professeur Atari. Et on a le cas aussi du l'encéphalite avec nécrose des noyaux gris centraux. Là, c'est un nourrisson de 7 mois. Il est toujours hospitalisé dans le service. Dans les suites d'une infection oreille traitée par un macrolide, il a fait apparaître une régression motrice, une irritabilité terrible avec un syndrome extra-pyramidal et une dystonie sévère. Regardez l'enfant, il était tout à fait bien avant l'apparition de cette irritabilité avec ce syndrome extra-pyramidal et une dystonie sévère. Il a tout perdu, même le contact aussi. L'IRM réalisé, il a montré un hypersignal au niveau des noyaux lenticulaires, côté gauche et pédoncule cérébraux. Regardez, une atteinte très importante et très claire au niveau des noyaux. Regardez, donc c'est une atteinte vraiment des noyaux gris centraux. Donc l'IRM aussi, voilà, c'est la même chose. Donc le diagnostic d'ADEM a été retenu comme encéphalite post-infectieuse avec nécrose des noyaux gris centraux. C'est une entité qui est très rare. Devant la normalité du SCR, devant l'absence d'agents infectieux retrouvés dans le SCR ou le sang, et ainsi qu'un bilan métabolique, surtout mitochondrial, a été fait et il est revenu normal. Donc le diagnostic d'encéphalite encéphalomyélite post-infectieuse, il est orienté de façon générale devant des antécédents récents d'une maladie éruptive, des signes d'atteinte médulaire, des lésions diffuses de la substance blanche, une absence de synthèse d'anticorps du virus. Donc, le SCR, le traitement de l'encéphalite post-infectieuse, il est à base de corticoïdes, d'injection intraveineuse d'immunoglobuline et de plasmaphéreses. Donc, il faut avoir à l'esprit toute une liste de choses à éliminer si on est devant un diagnostic différentiel. Toute encéphalopathie aiguë d'origine traumatique, anoxo-ischémique, toxique, métabolique, etc. Aussi, il faut éliminer les encéphalites infectieuses non virales, comme l'encéphalite dans le cadre de méningite bien sûr purulente grave, les germes qui sont non viraux mais qui miment exactement l'encéphalite virale, comme la listeria, maladie de Lyme, borréliose, la tuberculose, la toxoplasmose, mycoplasme et chlamydier, et bien sûr éliminer les encéphalites auto-immunes à anticorps anti-récepteurs NMDA, qui est bien connu depuis 2007, et d'autres bien sûr encéphalites auto-immunes. En conclusion, les encéphalites virales aiguës sont des urgences médicales. Il est essentiel de différencier l'encéphalite virale aiguë par implication virale intraneuronale et l'encéphalite post-infectieuse, dont la physiopathologie, comme vous l'avez vu, est complètement différente et par conséquent la conduite thérapeutique aussi est complètement différente. L'encéphalite herpétique et l'encéphalite virale aiguë à craindre en premier chez l'enfant immunocompétent, car le pronostic dépend de la précocité du traitement. Le type d'atteinte cérébrale et médulaire, ainsi que le pronostic dépend du virus impliqué et du statut immunologique du patient. Le diagnostic il repose sur l'histoire médicale, sur l'examen du SCR avec la PCR et sur les sérologies sanguines et l'imagerie. Un diagnostic correct et rapide est essentiel pour instaurer immédiatement un traitement spécifique afin bien sûr d'améliorer le pronostic vital et fonctionnel. Je vous remercie.